Aujourd'hui, je vais tâcher d'évoquer un des sujets majeurs en psychanalyse, le sujet de la répétition, le sujet de la contrainte de répétition. Et pour évoquer le sujet, il me semble qu'il y a au moins deux angles possibles. Le premier angle, c'est celui du trauma. Quand on parle du trauma en psychanalyse, ça n'a strictement rien à voir avec cette plainte très souvent avancée en séance par nombre de patients. Je veux dire par là que le trauma n'a rien à voir avec une épreuve de la vie que l'on doit traverser, que l'on doit surmonter grâce à nos propres ressources. Voilà. Un trauma, c'est radicalement autre chose. Et son signe majeur, sa signature en quelque sorte, si vous voulez, c'est le syndrome de la répétition. Un syndrome qui a été mis en évidence au cours de et à la suite de la Première Guerre mondiale et qui peut être très simplement expliqué. On comprend d'ailleurs que plus d'un siècle plus tard, de très nombreux autres événements ont pu faire trauma pour de nombreuses personnes. Le syndrome de répétition, c'est celui qui, chez les rescapés, suscite des cauchemars, donc nocturnes, et aussi des reviviscences diurnes dans lesquelles chaque fois l'image est identique au détail près à ce qu'elle était le jour où elle a fait effraction dans le psychisme du patient. Et cette image s'accompagne très souvent du sentiment que l'événement est en train de se produire à nouveau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les troubles psychotraumatiques peuvent durer très longtemps et l'incompréhension de l'environnement, qu'il soit familial ou professionnel, s'accroît avec le temps. Alors, que s'est-il passé ? Sans entrer dans le détail de ce qui pourrait faire un cours entier sur le trauma, comprenons que l'événement induit un débordement du moi par l'excitation. Il y a à la fois absence de préparation et en même temps absence de représentation de la situation traumatique, ce qui confronte le sujet à une perte de son emprise narcissique sur le monde extérieur, sur le monde des objets. Eh ben c'est ça un trauma. C'est une rencontre inattendue. C'est une rencontre avec le réel de la mort. Et donc la fonction de la répétition, la fonction de la contrainte de répétition, c'est une tentative maintes et maintes fois répétée, et forcément toujours vouée à échouer, une tentative de retrouver une emprise narcissique sur le monde extérieur. Vas-y, essaye encore une fois, tu vas voir que cette fois, ça va marcher. Et bien évidemment, cela ne marche jamais. D'où la répétition. Enfant maudit, si je peux dire, de l'illusion et de l'espérance. Bien, maintenant venons-en au deuxième angle par lequel nous pouvons aborder et considérer la répétition. Vous vous souvenez peut-être de ma séquence vidéo d'il y a quelques années consacrée à la perte. Une séquence dans laquelle j'attire l'attention sur la différence entre savoir qu'on a perdu quelqu'un ou quelque chose et savoir ce que l'on a précisément perdu dans ce quelqu'un ou ce quelque chose. Et bien voyez-vous, c'est très exactement ce que Freud met en lumière dans Deuil et mélancolie à propos du mélancolique. C'est-à-dire que le mélancolique sait qui il a perdu, mais il ne sait pas ce qu'il a perdu en cette personne. Eh bien, nous pouvons dire à propos de l'amour la même chose que ce que je viens de dire à propos de la perte. C'est-à-dire, vous rencontrez quelqu'un, vous en tombez amoureux, et pourtant, vous ne savez pas de quoi
vous tombez amoureux chez cette personne. Ou alors vous croyez savoir pourquoi, et vous vous racontez une histoire. En fait, on n'arrête pas de se raconter des histoires, vous savez ça? Bon, alors que les romantiques incurables s'abstiennent d'aller plus loin, parce que je vais en effet devoir déshabiller en quelque sorte ce moment précieux de la rencontre, le déshabiller des multiples couches de déguisement dont il s'est paré au fil du temps. Évidemment, c'est un moment qui est porteur d'une forte charge émotionnelle. C'est un moment qui est aussi porteur d'espoir. Bon, autant prononcer le mot tout de suite. C'est un moment où le transfert est à la manœuvre en capitaine indiscutable. Vous vous souvenez que Freud dit à propos des hystériques qu'elles souffrent de réminiscence. Bon, c'est-à-dire, elles souffrent de ce que des morceaux de leur histoire se sont en quelque sorte détachés de la ligne logique du temps et se baladent comme ça, sans plus obéir à cette logique qui inscrit les événements de notre vie dans une suite organisée. Eh bien, la rencontre avec l'autre. La rencontre avec l'autre, c'est l'accrochage d'un fragment du passé qui passait par là. Voilà. Et qui n'a rien à voir avec l'actuel. Le rencontrer, c'est donc le représentant d'un personnage surgi du passé. Et donc, la rencontre, eh bien, c'est toujours un quiproquo. Imaginez une couche de la texture d'un écran de projection. Une couche qui se forme automatiquement, systématiquement, entre deux êtres dès que ceux-ci entrent en relation. Vous regardez la personne rencontrée sans même vous apercevoir de la présence de la couche qui vous sépare d'elle. Et alors, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vous dites, tout ce que vous pensez, bref, l'ensemble de vos perceptions, eh bien, vous vous imaginez que tout ce matériau vous est renvoyé par cette personne regardée, alors qu'en fait, il s'agit d'un matériau qui vous appartient, qui n'appartient qu'à vous, qui appartient à votre histoire. Un matériau que vous projetez sur la surface de l'écran et que l'écran vous renvoie. C'est une tromperie sur la marchandise. Question, pourquoi une telle tromperie? Eh bien parce que, comme le disait Freud, il n'y a pas de trouvailles. Il n'y a que des retrouvailles. Ce que nous cherchons, ce que nous espérons dans la rencontre avec l'autre, ce sont des retrouvailles avec le paradis perdu. Des retrouvailles avec ces expériences de plaisir vécues avec un autre venu du passé et qui est un objet définitivement perdu, irrémédiablement perdu, puisqu'il appartient au passé. Ou alors parfois, ce que nous espérons, c'est de trouver ce qui n'a jamais existé. Quelque chose que nous avons attendu et qui n'est jamais venu. Un autre que nous espérons trouver dans le présent, mais qui ne pourra jamais combler l'absent, parce qu'on ne comble pas dans le présent un besoin insatisfait appartenant au passé. Bon, et alors, et en analyse? Est-ce qu'en analyse, il se passerait la même chose? Eh bien, oui, au début, parce qu'au début, il se passe absolument la même chose. C'est exactement le même scénario. La couche écran se met automatiquement en place entre l'analysant et l'analyste. Ensuite, seulement, et à condition de s'accrocher au bateau dans lequel l'analyste et l'analysant sont embarqués, c'est-à-dire à condition que l'analysant, après avoir vécu les affres
du transfert se rende compte un jour qu'il n'y a pas d'avenir possible dans la persistance de son fol espoir. Alors seulement, cet espoir dépassé, il pourrait y avoir des trouvailles. C'est-à-dire l'autre, l'analyste, révélant à l'analysant une part étrangère en lui, une part inconnue. C'est une révélation qui montrerait à l'analysant qu'il n'est finalement pas seulement ce qu'il croyait être, mais qu'il est aussi cet inconnu.